Je remercie déjà l'organisation de m'avoir invité et nous laisser parler sur le sujet. Donc effectivement, technique soustractive. Donc j'ai essayé de soustraire quelques diapos pour raccourcir un peu le temps. Sur la désalcoolisation, je ne pourrais rien faire par rapport à vous. Et je ne vous enlèverai pas de la colle. Donc première chose, technique soustractive, je voulais revenir sur la définition. C'est vrai qu'on a utilisé technique soustractive notamment pour la concentration des mous, dans laquelle, effectivement, dans cette étape, on va soustraire de l'eau pour enrichir le mou en sucre. Donc, par rapport à ça, par rapport à ces définitions, on a utilisé la concentration par le froid, l'osmose inverse, l'évaporation sous vide ou l'évaporation en sphérique. Depuis, pour la désalcoolisation, les experts, notamment de l'OIV, de par les techniques utilisées, ont préféré utiliser techniques séparatives. Pourquoi? Parce qu'on n'allait pas forcément soustraire un volume, mais on allait séparer des fractions, et ces fractions de vin, on va être amené à les réassembler au produit. Alors ces techniques séparatives, on les connaît en énologie, elles sont assez courantes dans notre domaine, puisqu'on les retrouve dans la clarification et la stabilisation microbiologique des vins, c'est les membranes de filtration, les cartouches. On peut aussi les retrouver sur la stabilité tartrique via l'électrodialyse et par la concentration des mous via les membranes d'osmose inverse. Dans les deux derniers cas, on est sur des membranes dites denses. Membranes denses, ça veut dire qu'elles n'ont pas de pores, à l'inverse des membranes de microfiltration où, dans une membrane de micro, il y a un pore qui est de 0,4 ou 0,65 microns ou de 1 micron. Autre variable, c'est qu'à l'exemple de l'électrodialyse, la force motrice de transfert n'est pas la pression, mais un champ électrique. Pour les membranes de filtration ou comme pour l'osmose inverse, c'est la pression qui fait la force de transfert. Par rapport aux applications de ces techniques denses, de membranes denses, les premières applications remontent aux années 78, aux années 80, via les équipes qui étaient basées en Allemagne et en Suisse, où ils ont commencé à travailler sur des techniques de concentration par osmose inverse, des électrodialyse et évaporation sous vide. Et il faut reconnaître qu'à l'époque, il n'y a pas eu de débouché commercial parce que les techniques, notamment d'osmose inverse, étaient complexes, lourdes en investissement et ne se présentaient pas très bien à l'industrie du vin. On a démocratisé la technique, non pas avec une innovation qui est venue d'Angleterre, mais de Californie et de Bordeaux, en introduisant en osmose inverse des membranes, ce qu'on appelle des membranes spiralées. Alors c'est des membranes qui sont une configuration un peu particulière et qui ont surtout permis de réduire par 4 ou par 5 les coûts d'investissement et les empreintes au sol. Et à partir de là, on a commencé vraiment à démocratiser la technique et une fois qu'on avait une application type osmose inverse, experts techniques, industriels et vignerons ont cherché à rendre la technique plus polyvalente et à l'appliquer dans d'autres domaines. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de désalcoolisation, mais il faut savoir que ces membranes denses sont aussi utilisées pour réduire les éthylphénols. On peut aussi les utiliser pour acidifier ou stabiliser tartriquement les vins, et on peut aussi s'en servir pour enlever l'acidité volatile. Alors, voici un type d'exemple d'unité d'osmose inverse qui, là, il n'y a pas la taille de l'homme, mais elles sont, on va dire, c'est une hauteur de 1 mètre 20 sur 1 mètre 20 de large. Alors, pour ce qui est de la désalcoolisation, quel est l'objectif d'une désalcoolisation? C'est tout d'abord de répondre à un marché et de rééquilibrer un vin et aussi, dans certains pays, de limiter les taxes sur le vin, notamment quand il est supérieur à 15 degrés d'alcool. Quand est-ce qu'on peut désalcooliser? On va définir différentes stratégies. On peut désalcooliser avant fermentation alcoolique, durant la fermentation ou après fermentation alcoolique. Avant fermentation alcoolique, on peut avoir un intérêt de le faire lorsqu'on veut travailler plutôt sur mou que sur vin,
pour limiter des problèmes énologiques type arrêt de fermentation ou prise de volatiles liés à un degré sucre trop important, mais aussi pour respecter le potentiel qualitatif du mou. Il n'y aura pas de perte d'arôme en un traitement préfermentaire et pas de dégradation des composés thermosensibles. Alors comment ça se met en œuvre? Il y a deux solutions, soit par un procédé qui s'appelle Redux, c'est un procédé breveté par Bichard-Valin, qui reprend deux étapes. Vous avez une étape de filtration via un filtre à bourbe, donc un dégrilleur et un filtre tangentiel qui fait office de filtre à bourbe. Le filtrat du filtre tangentiel est ensuite concentré par un osmoseur. Le même osmoseur qu'on utilisait pour la concentration des mous, on va l'utiliser pour la réduction du sucre. Sauf que le concentré de sucre, on va l'écarter et on va remettre l'eau extraite dans la cuve initiale. Cette technique est assez simple, marche. Le seul inconvénient, ou un des inconvénients assez importants, c'est qu'aujourd'hui, le concentré du sucre, pour 1 degré d'alcool réduit, représente 5 à 7% du volume et que ce produit n'a pas de statut juridique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un rejet ou un déchet. L'autre solution, c'est d'ajouter au mou, avant fermentation alcoolique, un vin totalement désalcoolisé. En général, c'est un vin de l'année N-1 qui est désalcoolisé au moment des vendanges et qui est ajouté avant que le mou parte en fermentation. Alors, quels sont les avantages et inconvénients? Les avantages, c'est que les vins qui sont généralement produits par ces deux techniques sont assez proches des vins témoins. Les fermentations sont plus rapides, il y a moins de sucre. L'inconvénient, c'est que c'est un traitement qui se fait évidemment en période de vendange. Pour le procédé Redux, l'intérêt, c'est qu'il y a une polyvalence des outils. Le filtre et l'osmoseur peuvent être utilisés à d'autres fins. Ce sont des outils qui sont compacts. Par contre, l'inconvénient, comme je citais précédemment, c'est qu'il y a un problème de valorisation du sucre et du concentré du sucre. Pour l'ajout de vin sans alcool, il y a une très faible perte du volume. Le problème, c'est que le produit désalcoolisé totalement est particulièrement instable, d'autant plus que de la manière dont on veut l'utiliser, on ne peut pas trop mettre de soufre dedans, sinon on risque d'avoir des problèmes de fermentation et de mauvais goût. Et autre point non négligeable, c'est qu'aujourd'hui, il est interdit au niveau de l'Union européenne. La deuxième stratégie est de désalcooliser durant la fermentation alcoolique. Alors, une petite remarque, une des premiers phénomènes de la perte d'alcool durant la fermentation alcoolique, c'est la vinification en cuve ouverte. Si on reprend les travaux de Ferré en 1958, on observe qu'en vinification cuve ouverte, on peut perdre quasiment 0,8 degrés en 10 jours de fermentation alcoolique. L'autre stratégie serait effectivement de favoriser cette évaporation de l'alcool durant la fermentation alcoolique par des dispositifs de stripping, ça veut dire on va entraîner par un flux de gaz l'alcool ou par un dispositif de distillation durant la fermentation alcoolique. Donc là, je vous ai mis des exemples d'installations, un ici de stripping au niveau d'une installation industrielle, et là une colonne à distiller aux États-Unis installée par Vinovation. Les avantages, c'est qu'il y a une réduction des temps de fermentation. Pour ce qui est de la distillation, et ça a été validé par l'INRA, il n'y a pas de différence entre un vin témoin et un vin désalcoolisé durant la fermentation alcoolique par distillation. A l'inverse, par le stripping, on a noté des différences qui n'allaient pas dans le sens du stripping, avec des goûts parfois réduits. Ce qu'on note par rapport à cette technologie, c'est qu'elle est assez lourde à mettre en place. Mettre une installation de stripping ou un distillateur, une colonne distillée, en cours de vinification, c'est particulièrement compliqué. La dernière stratégie repose à désalcooliser le vin une fois qu'il est fini. Donc là, on va commencer par la technique la plus ancienne,
qui est celle de la distillation-évaporation, malheureusement, ces techniques apportent une dégradation du produit. Et pour cause, on cherche à extraire l'alcool, et l'alcool a à peu près les mêmes caractéristiques de volatilité que les arômes. Donc, quand on enlève l'alcool, on enlève généralement aussi les arômes. Donc, dans un objectif de limiter cette dégradation, les industriels et chercheurs et experts ont cherché à améliorer le dispositif, soit en réduisant la température d'évaporation, en fractionnant les composés aromatiques, ce qu'on pourrait appeler du cracking, ou en retenant les composés dits sensibles du vin avant distillation. Alors, le premier dispositif, qui n'est pas aujourd'hui très utilisé dans notre filière, c'est un procédé centritherme développé par Alfa Laval, qui est une centrifugation. Ça veut dire que le vin est alimenté à son centre de la centrifugeuse, et par la force centrifuge, il va former un film mince en sortant par l'extérieur. À contre-courant, on va faire passer un gaz, et le vin qui est préalablement chauffé à 50 degrés, entre 40 et 50 degrés, le gaz va s'enrichir en vapeur d'alcool. Les essais œnologiques qui ont été faits notamment par les équipes de Jean Jain en Suisse dans les années 90 n'ont pas révélé que cette technique était vraiment favorable au vin. L'autre technique, qui est beaucoup plus généralisée notamment en Californie et en Afrique du Sud, c'est la technique de spinning column de Contech, qui est à peu près sur le même principe, à savoir que vous avez un cône qui est statique et un cône qui est mobile. Le cône qui est mobile tourne en rotation. Par la rotation, on va alimenter le vin par le dessus. La rotation va faire que la force centrifuge va envoyer le vin par-dessus le cône et le faire tomber sur le cône stationnaire. À contre-courant, là encore, on va chauffer le vin, et à contre-courant, on va envoyer un gaz plus ou moins chauffé qui va remonter la colonne et s'enrichir au fur et à mesure d'alcool ou d'arôme. Alors, pour éviter les inconvénients de la perte d'arôme, Contech prend le vin, fait d'abord une désaromatisation du vin à basse température, il en recueille une fraction aromatique importante, puis prend le vin désaromatisé et va le désalcooliser aux alentours de 50-60 degrés. Le vin désalcoolisé est ensuite réassemblé à sa fraction aromatique et revient à la cave. Le dernier procédé porte sur un couplage osmose ou nanofiltration. Alors, nanofiltration, je n'ai pas trop décrit, c'est à peu près comme une membrane d'osmose inverse, sauf qu'elle a de tout petits pores. Ça veut dire qu'elle est un peu moins sélective. Une membrane d'osmose inverse, seule l'eau et des composés faiblement hydratés comme l'alcool ou même l'acide acétique peuvent passer parce qu'elles sont petites en taille et faiblement hydratées. Quand on est avec des membranes de nanofiltration, on commence à faire passer des sels et des acides organiques comme l'acide malique ou un peu d'acide tartrique ou lactique. Par contre, une membrane de nanofiltration a des débits de perméation qui sont généralement 2 à 3 fois supérieurs. Donc là, l'idée est de concentrer le vin par une membrane d'osmose inverse. La fraction aromatique et la couleur sont concentrées dans le vin. Seul passe un perméat qui est riche en alcool et en eau, et ce perméat est ensuite distillé. Il y a séparation de l'eau et de l'alcool. L'eau est réintégrée dans la cuve initiale et l'alcool est valorisé. Donc, les avantages de ces techniques sont qu'on peut assurer via ces techniques une désalcoolisation partielle ou voire totale. Il n'y a pas de perte de volume puisque l'alcool qui est extrait est quasiment pur et que l'alcool retiré est valorisable. L'inconvénient, c'est que dans ces 3 cas, on est sur des traitements thermiques. Les dispositifs sont assez complexes.
Les appareils sont dédiés et dimensionnés pour cette application et généralement, ce traitement est délocalisé. On ne le fait pas à la cave. L'autre technique, qui est assez récente, repose sur l'utilisation de contacteurs membranaires. Alors, un contacteur membranaire, c'est une membrane microporeuse qui a la particularité d'être hydrophobe. Ça veut dire que la membrane qui est là, elle a des pores qui sont dessinés ici, et comme elle est hydrophobe, ni le vin ni l'eau ne peuvent remplir le pore. Ce qui va se passer, c'est que si on fait passer du vin d'un côté et de l'eau de l'autre côté, il va y avoir une différence de concentration en éthanol. Et comme la nature a horreur des déséquilibres, l'alcool va chercher à rejoindre la partie moins concentrée. Donc elle va s'évaporer dans le pore et se condenser côté eau. Donc c'est une technique qui est assez simple et qui ne nécessite pas d'énergie. La force motrice se fait par une différence de concentration. Alors si vous êtes un peu observateur, vous voyez aussi qu'il y a une petite flèche de l'eau qui revient vers le vin. Effectivement, c'est de la théorie. Ça veut dire qu'il peut y avoir de l'eau exogène qui revient dans le vin, sauf qu'en pratique, on ne l'a jamais observé. Alors, excusez-moi. Ce qu'on observe aussi, c'est que lorsqu'on utilise ce genre de module directement sur vin, effectivement, on perd de l'alcool, mais aussi on perd les composés aromatiques. Afin de pallier à cette perte aromatique, il y a un inventeur australien qui est David Wallan, qui a proposé de faire exactement ce qu'on a vu précédemment pour l'osmose inverse avec un couplage osmose inverse et distillation, sauf qu'il a mis osmose inverse et contacteur membranaire dans la même philosophie, à savoir qu'on va concentrer le vin, retenir les arômes et les composés aromatiques et les composés de couleur, et le perméat va être directement envoyé sur le contacteur membranaire. En fonction du niveau de qualité de la membrane qu'on va utiliser, osmose ou nanofiltration, le volume à traiter sera plus ou moins important et surtout le volume d'eau de dialyse sera plus ou moins important. À savoir qu'il faut toujours maintenir au niveau du contacteur une différence de concentration la plus importante possible. Aujourd'hui, ce procédé est proposé par la société Enodia. Les avantages, ils sont assez nombreux pour ce type de technologie, puisqu'on a une extraction sélective de l'alcool, pas d'échauffement du vin, c'est même plutôt l'inverse, il y a un refroidissement. La perte de volume est assez faible, le traitement est en continu, les outils sont assez compacts et mobiles, et on peut dire que par rapport à un vin témoin, lorsqu'on utilise des membranes d'osmose inverse, il n'y a pas de différence. Le seul inconvénient qu'on y note, c'est la consommation d'eau qui peut être réduite si on retraite l'eau de dialyse. Enfin, la dernière technique, c'est une des plus anciennes et qui est la plus largement utilisée dans l'industrie agroalimentaire et que vous avez d'ailleurs goûté ce matin et cet après-midi, qui est la technique de la diafiltration. Diafiltration, ça consiste à ajouter de l'eau dans le vin à traiter et cette cuve mouillée, on va la concentrer par une membrane d'osmose inverse ou de nanofiltration. Ça veut dire si vous ajoutez dans une cuve de 100 hectos 10 hectos d'eau, on va extraire 10 hectos de perméat et ce perméat va être plus ou moins riche en alcool. Donc la technique est assez simple, elle est facile à mettre en œuvre. Il y a une extraction là aussi qui est sélective de l'alcool, il n'y a pas de perte de volume. Le traitement peut se faire en continu et l'outil est très compact. Et c'est une solution qui est aujourd'hui la plus économique. L'inconvénient, c'est qu'il y a effectivement une consommation d'eau et que la technique est interdite par l'OIV. Parce que ça s'apparente à du mouillage. Donc, en conclusion, j'espère que je n'ai pas trop débordé, on peut dire que parmi les procédés de désalcoolisation, les procédés membranaires, dans leur ensemble, sont généralement les procédés qui sont les moins traumatisants pour le vin. Les traitements thermiques, même si ils ont été améliorés,
et que même si on traite des faibles volumes, ça veut dire que sur une cuve de 100 hectos, on va désalcooliser totalement une fraction, ça veut dire 10 hectos, il y a quand même un effet. D'une manière générale, on peut dire que plus on applique tôt le traitement, et mieux c'est, et plus la fraction que l'on va traiter est petite, et mieux c'est aussi. Enfin, sur un plan économique, on est bien sur des techniques séparatives, mais aussi sur des techniques soustractives. Ça veut dire qu'on va soustraire de l'alcool, donc on va perdre du volume commercialisable, et que en plus, la réglementation nous interdit d'ajouter de l'eau. Donc on est obligé de récupérer par des process XY l'eau du mou ou l'eau du vin. Et donc de ce fait, on arrive à des coûts de traitement qui sont, et ça j'ai repris les données de l'IFV, d'une étude économique de 2010, qui vont de 2 à 6 euros et qui effectivement peuvent être réduits en fonction, si on valorise les rejets, de la taille du volume désalcoolisé, mais aussi de la polyvalence des matériels. Enfin, on peut se poser la question que ces contraintes de coût et de réduction de volume commercialisable expliquent aussi que ces technologies sont peu développées en Europe. Et au prorata, on pourrait se comparer par rapport à l'industrie agroalimentaire qui les utilise très largement et qui n'a pas cette contrainte effectivement de récupérer l'eau du mou ou du vin et qui utilise bien facilement l'eau exogène. Voilà, je vous remercie pour votre attention.